All right, bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonjour, bon matin, dépendant de quand vous écoutiez ça. Et vous écoutiez Perfect Soul de Spirit Box, qui est honnêtement, je suis vraiment moins la vibe que j'ai déjà été en termes de show de musique et en termes de tout. Mais il y a Spirit Box, c'est dans aller voir des shows, concrètement, je pense. Mais Spirit Box, c'est pas mal dans un des seuls bands que j'en regarde de pas avoir vu. C'est un band qui est excellent. Je pense que pratiquement, je regarde le top 5 en ce moment sur Spotify pendant que j'enregistre ça. Je pense que pas mal toutes les tunes du top 5 ont joué éventuellement en ouverture de podcast. Fait que vraiment un excellent band, Spirit Box. Une vibe un petit peu plus soft dans celui-là, mais ô combien excellente. Podcast, un petit peu différent aujourd'hui, définitivement un petit peu différent. Je vais essayer de garder ça court, je vais essayer de garder ça relax. Ce que je vais faire, honnêtement, ça me tente d'enregistrer un podcast. C'est pas parce qu'il est probablement une excellente raison d'enregistrer un podcast. Ça me tente de faire un podcast, puis j'ai une liste de petites affaires, comme je prends des notes pour les podcasts, hein, je ne vais pas juste arriver puis juste vous lire des trucs, souvent des notes. Puis là, j'ai un truc que je m'étais dit, man, j'ai 5-6 petits points que j'aimerais ça plugger dans un podcast à un moment donné ou réussir à les lier peut-être dans une thématique plus grande. Je me vois mal faire un podcast uniquement là-dessus, mais à matin, j'ai réfléchi et j'étais comme même une chose que je dis tout le temps qui est négligée en entraînement, c'est la capacité à juste faire un step back puis juste réfléchir à ce qui s'est passé. Il n'y a pas de problème à essayer des variables, mais à un moment donné, il faut être capable de juste faire un pas de recul puis faire genre alright, ça a-tu marché, ça a-tu pas marché? Puis je pense que cet acte-là de réflexion est vraiment, vraiment important. Il est souvent fait avec le coach, c'est ça le job d'un coach essentiellement, une des jobs d'un coach. Mais c'est quelque chose qui est excessivement important. Puis essentiellement, c'est ça. Ce podcast-là, c'est genre, c'est mon acte de réflexion, mes choses que j'ai changées. Pour ma training, il pourrait y en avoir d'autres en alimentation. Il y en aurait définitivement d'autres en coaching. Personnellement, en coaching, ça a été une grosse année niveau coaching, niveau formation. L'année passée, je me suis rendu compte que niveau communication, essentiellement, je n'étais pas dans le game pantoute. Fait que j'ai décidé de pousser ça un petit peu plus puis d'aller chercher un peu plus pour être un peu plus sharp. Puis ça a changé beaucoup d'affaires. Peut-être que j'en fasse un. Ce serait peut-être intéressant de faire un podcast niveau coaching un peu plus que ce qui a changé. Mais aujourd'hui, on va y aller avec le podcast de force un petit peu plus, podcast niveau training. Il y a beaucoup d'affaires qui ont changé. Certaines d'entre elles sont carrément en opposition avec des choses que j'ai déjà dit dans le podcast, dans d'autres podcasts dans le passé. Fait que, au risque d'avoir l'air hypocrite. Mais je pense que ça va quand même être intéressant. Puis au minimum, je veux juste encourager ce que j'essaie de faire ou ce que j'essaie de dire souvent, qui est juste faire un petit step back puis réfléchir à comment moi j'ai changé comme coach dans mes interventions. Puis hey, on va peut-être apprendre une ou deux petites affaires en termes de training liées avec ça. Fait que ça va quand même être important, je pense, à ce niveau-là, de faire ça. La première affaire que je vais commencer ça relax avec une couple de tips. Je pense qu'il y a des affaires qui sont peut-être un peu plus discutables, qui sont peut-être plus dans comment moi j'aime travailler ou dans comment moi je. Oui, puis non. Je pense que la plupart d'entre eux, je les trouve quand même solides, mais il y en a peut-être une couple qui vont être controversés un peu, disons-les. Fait qu'on va commencer ça un petit peu plus relax, quand même considérablement plus relax. Une chose, un petit hack. À moins que tu squattes vraiment en force maximale, tu compétitionnes en powerlift, tu veux maximiser chaque mini pourcentage, chaque petit effet de ton squat. Quelque chose qui a beaucoup d'impact pour la plupart du monde, c'est de commencer avec du leg curl. Particulièrement, pour le faire lying, particulièrement du seated leg curl. Tu commences ton workout avec un peu de leg curl, ça réchauffe tellement bien les genoux, puis ça fait aussi que c'est plus efficace parce que il y a deux affaires. La première, c'est que ça te fait quand même un réchauffement parce qu'un squat, c'est quand même relativement systémique, right? Fait que si tu arrives, c'est ton premier exercice, tu commences avec un back squat, tu es au Québec, fait moins 30. Réalistiquement, tu n'embarqueras pas tout de suite sur ton squat. Il va falloir que tu fasses un ou deux drills de warm-up, il va falloir que tu t'échauffes comme du monde avant de commencer. Fait que si tu commences avec un autre exercice, tu arrives déjà un petit peu plus près. Puis ça, c'est quand même un plus-value qui est vraiment, vraiment significatif dans le sens que tu arrives et tu as sauvé du temps littéralement parce que tu n'as pas eu besoin de faire un. Tu vas quand même devoir faire un warm-up spécifique. Par contre, comme tu as déjà un exercice dans le corps, ben, tu risques d'avoir plus chaud, d'être plus ready un peu. Articulairement, minimalement, tu vas être un peu plus ready. Fait que ça permet quand même d'avoir des workouts qui sont plus longs sans nécessairement produire. Pour la plupart du monde, vous vous en rendrez même pas compte. Vous vous en rendrez même pas compte que les trucs interagissent entre eux parce qu'un leg press, un leg curl, pardon, c'est pas si fatigue. Ça fatigue pas tant systématiquement. C'est surtout tes ischios que tu vas péter. Tu pourrais te faire un set de leg curl all out dans barreux, vraiment en train de crever sur place. Puis probablement que ça serait quand même pas si pire. Après, tu peux quand même squatter relativement lourd. C'est clair que si ton squat est ta priorité de vie ou tu es dans une grosse phase de force en ce moment, c'est pas quelque chose que je conseillerais. Mais pour la plupart du monde, ça va être une belle manière de. Moi, j'argumenterais carrément potentialiser ton squat, augmenter tes résultats sur le squat. Au grand minimum de sauver du temps, d'arriver plus près pour tes warm-up. Puis, overall, d'avoir un training, je pense, de meilleure qualité avec ça. Fait que leg curl avant warm-up, avant back squat, ça peut vraiment aider. Charles Poliquin avait amené un concept de même dans le temps qui était de faire des calf raises. C'est quelque chose que j'ai retesté cette année, qui n'est pas dans mes points, mais ça me semble une bonne chose à dire en ce moment. Il y a beaucoup de monde qui ont de la misère avec la depth de squat. C'est très du bro science, by the way. Fait
Mettez des gros guillemets là-dessus, faites ce que vous voulez avec ça. Je ne dis pas de faire ça, puis je ne dis pas que c'est comme ça que ça marche pour tout le monde. Mais quelque chose que Charles Poliquin a amené, qui était de faire des mollets avant de faire du squat pour du monde qui ont beaucoup de misère avec leur amplitude. Fait que, qui ont de la misère à descendre bas, que la cheville est stiff. Il y a bien du monde qui a commencé avec des calf raises, fait que des mollets carrément en musculation avant de faire ou en superset avec ton squat. Ça peut potentialiser ça. Fait que, le leg curl avant, je pense qu'il s'inscrit un peu comme ça, où est-ce qu'overall, on arrive relativement plus près. Puis pour vrai, outre mes powerlifters, le monde qui compétitionne en force, la plupart du monde ne le voit même pas passer, même il y en a qui font des PR demain. Fait que ça, c'est une petite truc qui peut être vraiment, vraiment important. C'était le plus facile. C'était genre, bon, c'était mon genre de warm-up, ça. Fait qu'à cette heure, on peut commencer avec les choses qui sont peut-être un peu plus, qui vont être un peu plus qui vont brasser un peu plus. Puis, les deux prochains, particulièrement les deux prochains, sont des choses que j'ai dit dans le passé, que j'ai réalistiquement fait des podcasts complets là-dessus. Puis j'avais tort, j'avais juste pas raison, ça m'arrive d'avoir tort malheureusement beaucoup plus souvent que je veux me l'admettre, mais je pense sincèrement que c'est des choses que ma vision au niveau training a changé. Le premier, c'est le shoulder press avec dumbbell. Pour des débutants, je pense que c'est encore un excellent exercice à apprendre. Je pense qu'il faut que tu apprennes à pousser des affaires comme du monde en haut de ta tête, il faut que tu aies la force en overhead, il y a un certain carry-over, un transfert vers l'activité de la vie quotidienne, parce que si tu prends des assiettes dans une armoire ou quoi que ce soit, peut-être plus particulièrement vieillissant même, ça te prend de la force en haut de ta tête, là, ça t'en prend. Pour l'écrasante majorité du monde dans un gym, qui ont des objectifs de physique et non des objectifs de force, peut-être en force, ça serait un autre argument. Pour l'écrasante majorité du monde dans un gym qui l'attaque un peu plus physique, je pense sérieusement que le shoulder press, c'est pas un mauvais exercice, mais probablement une des moins bonnes utilisations de votre temps. À savoir que quand le monde parle vraiment de shape d'épaule, il n'y a pratiquement personne qui parle du front delt. Tout le monde parle vraiment, vraiment du side delt, du côté d'épaule. Puis mécaniquement, ton côté d'épaule, il ne travaille pas tant que ça dans un overhead. Puis même, il ne travaille pas tant. Il ne travaille pas tant dans un overhead. Fait que c'est beaucoup il va beaucoup y avoir de triceps, évidemment, quand la partie tu déplies ton coude un peu, puis il va beaucoup y avoir de delt antérieur. Mais si tu es moindrement comme tout le monde dans un gym conventionnel avec le lundi qui est la journée nationale du chest day, ben tu fais comme n'importe quelle personne dans un gym, tu fais des raisonnables de bench press, right? Probablement que tu n'as pas tant besoin de pousser ton shoulder press. Il y a réalistiquement des exceptions, il y a réalistiquement des cas précis. Je pense qu'il y a quand même un petit transfert au niveau de la force, mais pour vrai, pour la plupart du monde qui sont des intermédiaires et plus, moi, je ne borderais pas trop avec un shoulder press, sincèrement. À moins que tu aies vraiment des objectifs clairs de force, si tu es vraiment plus dans le physique, puis particulièrement lorsqu'on se spécialise, si tu es un coureur, si tu as des particularités où est-ce que tu ne peux pas passer ta vie dans le gym, tu es probablement, puis tu as des objectifs de shape, tu es probablement mieux de passer plus de temps à grossir ton side delt. C'est un des muscles qui va le plus changer ta shape, sérieusement. C'est un des muscles qui a le plus d'impact sur la shape en général. Ils ont tout un impact sur la shape, mais je pense que side delt, ça a un gros impact. Upper chest chez l'homme, ça a un gros impact aussi. Mais c'est toutes ces arms, 99% genre de si tu compétitionnes pas en bodybuilding, mettons, avoir l'air en shape dans un gym pour la plupart du monde, c'est side delt, upper chest, puis genre des guns, des bras, tu vas être good, man. Puis c'est une autre affaire, tu sais, qu'on pourrait amener, c'est comme, il y a tellement plein de coachs qui ont une vision naïve de l'entraînement où est-ce que c'est genre, ben là, il faut qu'on entraîne à peu près tout égal, mais t'es comme, mais d'où, si tu as des objectifs de vraiment, vraiment d'esthétique, tu sais, tu vas tout le temps avoir un t-shirt dans la vie, là. T'es-tu obligé de passer une shit tonne de temps sur tes abdos à chaque fois? Ben, probablement pas tant. C'est un gars, t'es mieux de passer du temps un peu sur tes bras. C'est une fille, potentiellement un peu plus sur tes fesses, dépendant de ce que le monde veut. Puis c'est drôle parce que ça, c'est un autre de mes points, justement, de ne pas trop baser avec les ratios comme ça. Mais tu sais, de vraiment comprendre ça, je pense que si on a une utilisation du temps qui est limitée, pour des objectifs d'esthétique, pour des objectifs de force, je pense que c'est pas la même affaire. Pour la fonctionnalité, c'est pas la même. Mais je pense que shoulder press, dumbbell, barbell, je pense que c'est un exercice qui est vraiment, vraiment un peu overrated. C'était pas ça mon autre point. L'autre point, c'était vraiment sur le tempo, qui est une affaire qui a changé quand même considérablement, ça aussi. Mais je pense que je me suis fait moi-même, de manière très égoïste, une passe un petit peu trop belle pour l'éviter complètement. Puis c'est le concept des golden ratio, qui est quelque chose que j'ai utilisé vraiment beaucoup dans le passé. Si je ne me trompe pas, j'ai fait un podcast complet là-dessus. Puis c'est un peu l'idée que je viens de plugger. Je pense que je suis mieux d'expliquer un peu c'est quoi d'abord. Là. Les golden ratio, c'est un vieux bodybuilder des années, c'est vieux ça, là, je pense que c'est début des années 1900 ou fin des années 1800, son affaire de même. C'est un vieux concept de bodybuilding où est-ce que les golden ratio en soi, c'est que c'est un visuel, fait qu'on veut avoir certains ratios de certains muscles pour vraiment avoir un effet de proportion qui va être plus complet un peu, à savoir que si tu as une plus petite taille, un des exemples concrets, c'est mettons, tu as plus d'épaules,
par définition, ta taille va avoir l'air plus petite, pas nécessairement à cause que ta taille est plus petite, mais à cause que c'est une comparaison, c'est un V-shape, entre guillemets, par rapport à tes épaules. Tu sais. Puis c'est un peu l'affaire au niveau de la femme. Toutes les filles veulent avoir une taille plus petite, mais ce qu'ils veulent surtout, c'est cette espèce d'effet-là. Hourglass, c'est quoi un hourglass en français? Sablier, comme une espèce d'effet sablier, plus au niveau de l'esthétique, mais ça va passer des fesses puis du dos, tu sais. Fait que c'est quelque chose qu'on peut faire, évidemment, tu peux réduire ton tour de taille, c'est quelque chose qui va aider, mais d'aller vraiment, vraiment chercher comme du lat, puis d'aller chercher vraiment comme des fesses, ça va venir chercher cet angle-là. Ben, c'est un peu là des golden ratio. Puis ça peut aider niveau proportion, c'est quelque chose c'est un critère évalué d'une compétition de bodybuilding, genre ça fait partie littéralement des critères qui sont évalués. Mais pour la plupart du monde, je pense que ça peut être une inspiration, je pense que c'est quand même une bonne chose, mais je pense qu'en tant que coach, j'avais tendance à vraiment beaucoup me perdre là-dedans. T'sais. Puis tu arrives à une étape où est-ce que, oui, tu peux tirer des guidelines, tu peux tirer des interventions, mais ça reste tellement subjectif, puis il faut que la motivation, elle vienne dans le dedans. T'sais. Il faut que la motivation, elle parle à la personne, puis la personne ait fondamentalement envie de développer tel muscle ou de développer telle affaire. T'sais. Fait de ne pas trop bosser ces golden ratios, puis vraiment comprendre qu'est-ce qui est important pour cette personne-là. T'sais. Puis ça m'est arrivé d'avoir du monde, puis leur dire non, man, il faudrait que tu fasses peut-être plus de chest ou peut-être plus d'épaules, puis lui, il voulait faire des bras, mais t'es comme au minimum, confortablement, au niveau comportemental, mettons, au minimum, ça va faire que ta personne va être plus engagée un peu, puis de ne pas trop se perdre dans des splits esthétiques comme ça. Je pense que c'est quelque chose que j'avais changé un peu, qui n'était pas nécessairement une belle progression dans mes affaires. Fait que je pense que tu peux quand même t'en servir comme ligne directrice, mais de ne pas tomber trop deep là-dedans, puis de ne pas faire attention parce qu'on a beaucoup en fitness, bon, qui disent ah, grosse tes épaules, fais ci, fais ça, mais t'es comme, si tu montes sur un stage, puis que toi, ton but dans la vie ou ton aspiration dans la vie, c'est de te mettre un speedo puis de monter sur une scène couverte de spray tan, ben good for you, mon homme, là, mais de vraiment le conceptualiser dans un sens plus large. Je pense que c'est important vraiment au niveau esthétique parce que fondamentalement, le marqueur reste subjectif. T'sais. Puis je pense qu'il faut l'objectiviser. Puis là, c'est une trop grosse parenthèse, ça par rapport, mais tu sais, il faut qu'on l'objectivise justement pour se donner un guideline ou qu'on ait une espèce de direction, parce que sinon, c'est juste subjectif, mais ça varie quand même beaucoup. Mais il faut que ça soit principalement subjectif. Puis après ça, on essaie de l'objectiviser, pas nécessairement l'inverse. Puis je pense que des golden ratios, particulièrement, il y en a plein. Mettons, il faut avoir tel ratio d'épaule pour avoir tel ratio de hanche. Ça peut être vraiment une tentative de simplifier ça trop et de sortir la personne de l'équation carrément. Fait que ça, c'est pas une bonne chose. L'autre est quand même intéressant. Je vais dire que le tempo. Non, je vais me garder le tempo pour la fin. Ça va me permettre de reprendre mon souffle et de chiller un petit peu plus à ce niveau-là. L'autre que j'aurais un peu là-dedans, un des gros red flags que j'ai. C'est pas quelque chose que j'ai changé. Ben oui, c'est quelque chose que j'ai changé un peu. C'est quelque chose qui s'est vraiment solidifié. Un des plus gros red flags que j'ai comme coach tout le temps. Puis là, c'est rendu où est-ce que c'est plus juste un red flag. Là, si j'ai un client qui me dit ça carrément, ça alerte les pompiers. C'est mon training n'est pas assez long. C'est vraiment, vraiment un des enjeux qu'on a souvent avec les clients. Le monde, puis c'est un enjeu, tu sais, ça, j'en ai parlé beaucoup dans d'autres podcasts, puis malheureusement, même si ça serait une des choses les plus bénéfiques à changer, c'est pas quelque chose qui a changé. La plupart du monde s'entraîne. C'est quand même très connu. Si vous écoutez des podcasts depuis un bout, je commence à être chiant avec ça, mais je pense que c'est quand même important de le dire. Si je fais une étude scientifique, puis que je dis au monde, all right, tout le monde, on prend notre charge de travail, on fait un maximum le plus haut possible que vous voulez pour 12 répétitions, il n'y a à peu près personne qui prend 12 répétitions. Tu sais, genre, tu as 80% du monde qui vont faire comme fucking 7 reps ou moins, ce qui, dans la plupart des mécanismes qu'on utilise pour estimer l'effort en entraînement, on n'appellerait pas mal ça du volume poubelle, à savoir que tu fais pas du gym, tu fais pas de l'entraînement, tu n'es pas en train de t'entraîner, tu es en train de faire de l'activité physique. Tu as beaucoup de monde qui font ça au gym, tu as beaucoup de monde qui font bouger au gym, puis il n'y a pas de problème à bouger. Tout le monde, à peu près sur Terre, bénéficierait d'une augmentation de son niveau d'activité physique dans la vie en général. C'est juste qu'à partir du moment où est-ce que tu es dans l'activité physique, tu n'as pas le droit de chialer que tu n'as pas de résultat. Parce que quand tu veux progresser quelque chose, par définition, c'est de l'entraînement. Ça veut dire qu'il faut que tu structures ton activité physique de manière à faire une progression. Puis ça, c'est ce que la plupart du monde ne font pas, mais à partir de là, ça devient beaucoup plus, ça donne un cadre qui est beaucoup plus restrictif. À savoir que non, man, si tu veux progresser ton chest, tu ne peux pas changer d'exercice à chaque semaine. Non, man, certains exercices vont être plus logiques que d'autres. Non, tu sais, puis toute cette espèce d'affaire-là. Puis quand tu as, j'appellerais ça une graduation, même si c'est un peu péjoratif, quand tu as une évolution au training, puis il n'y a pas de problème à être activité physique. Le problème, c'est de ne pas savoir t'es où. C'est vraiment, vraiment important. Puis tu as plein de monde qui ont du ressentiment via la course. Tu as du monde qui court pour le fun, qui vont se faire chier de ne pas attendre leur pace ou de se mettre des paces, des affaires comme ça, mais tu es comme, bro, okay, tu peux être déçu de pas avoir eu un mauvais workout ou des affaires de même, mais tu sais, tu n'es pas censé tourner le couteau dans la plaie si tu es en activité physique. Tu es censé juste aller là pour le plaisir. Puis il n'y a pas de problème avec ça. C'est juste que ça soit clairement identifié ce que tu essaies de faire, puis pas de bâtir du ressentiment ou de mettre ton énergie carrément à mauvaise place, puis
pour la plupart du monde, si on est capable de faire ça, juste ça, dans le cadre d'un gym, qui est juste de qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux comme résultat? Puis pas qu'est-ce que tu dirais à ton chum, pas qu'est-ce que tu dirais avec ta mère, pas qu'est-ce que tu dirais dans une foule de monde. Qu'est-ce qui viscéralement te parle et te donne envie d'avancer dans cette direction-là, tu sais? Puis là, c'est là que tu te rends compte que, OK, j'en ai pas grand-chose à chier de ma course dans le fond, puis j'aimerais ça juste avoir un plus gros chest. Ou telle course, ça me parle vraiment, mais elle me fait vraiment peur. Fait que j'ose pas m'avouer que je veux la faire, tu sais. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose qui est important, mais c'est pas d'un point, c'est pas quelque chose qui a changé. Ce que j'essaie de dire avec ça, c'est que c'est un gros red flag quand j'ai quelqu'un qui me demande de rallonger son training parce que la plupart du monde s'entraîne pas assez fort. Fait que si tu demandes à ton coach, ça se peut que le training soit vraiment, vraiment trop court. Mais tu sais, la plupart du monde, quand le training est trop court, ils font pas assez de warm-up, ils poussent pas assez fort. Donc, par extension, n'ont pas besoin de prendre leur temps de repos parce qu'ils forcent pas assez fort et ils font juste répéter du sous-max. La plupart du monde qui disent les temps de repos sont trop longs, c'est juste qu'ils s'entraînent pas assez fort. C'est vraiment, vraiment simple de même. Puis la plupart du monde n'ont jamais vécu ça. Ils n'ont jamais fait un effort maximal où est-ce que tu es comme, OK, man, j'en ai comme 2 minutes sur le cul à m'en remettre de ça. Mais c'est ça de l'entraînement, tu sais. Fait que ça ramène un peu avec la thématique de tout ce que j'essaie de dire, de vraiment faire le pas arrière, puis vraiment juste réfléchir à où c'est qu'on s'enligne avec ça, tu sais. Fait que ça, c'est quelque chose qui a vraiment, vraiment beaucoup d'impact. C'est toujours, quasiment sans exception, un gros red flag quand le monde me demande de prolonger leur training. Fait que si tu trouves que tes trainings sont pas longs, tu te ramasses à faire plus que baveux, mettons, là, je dirais un 15-27 par training. Ce qui n'est pas tant que ça, right? On parle de 5-6 exercices, 6 exercices de 3 sets chaque. Probablement que tu es en volume poubelle, man. Puis la plupart du monde, c'est juste pour ça qu'ils ne progressent pas. C'est parce qu'ils n'ont jamais conceptualisé que le volume poubelle existait, puis qu'ils en sont là-dedans. 4 points, 4 points plus tough, 4 points plus faciles. Le point plus tough, un peu en ce moment, qui est honnêtement, l'affaire du leg press, pas l'affaire du leg curl avant le back squat, je ne suis pas sûr d'en avoir parlé. L'affaire de l'intensité, j'en ai déjà parlé un peu jusqu'à un certain point. J'ai déjà dit dans des podcasts que le shoulder press est un de mes exercices préférés. Je pense que c'est un excellent exercice. Fait que ça, je me corrige un peu moi-même. Kind of. Le tempo, c'est malheureusement quelque chose que mon fusil a carrément changé d'épaule. Dans le passé, ma position, j'ai eu à peu près toutes les positions sur le tempo. Lorsqu'on parle d'un tempo, on parle de comment je retiens ma contraction. Fait que tu descends par exemple en 3 secondes, tu prends une pause de 2 secondes en bas, puis après ça, tu remontes. Quand j'ai commencé, quand j'ai commencé à coacher Charles Poliquin, était le dieu d'entraînement essentiellement, puis Charles Poliquin, il y a des vidéos sur Internet de lui qui arrêtent des exercices à cause que le monde ne respecte pas leur tempo. Fait que, dans le temps, la culture, c'était vraiment ça. C'était comme, c'est fucking crucial comme détail. C'est très important. C'est une des variables les plus importantes qui existent. J'ai déjà été ça. Plus que j'ai fait de la recherche, plus que j'ai évolué, j'ai shifté vers c'est important, mais c'est pas le pain puis le beurre pantoute. À savoir que dans d'autres podcasts, j'ai carrément dit genre, un tempo, c'est important. L'objectif d'un tempo, c'est de rendre chaque rep comparable. Fait que, mettons, si je fais un tempo de 50 livres, j'ai 50 livres, je fais 8 reps, puis je descends en 3 secondes. Si je fais 55 livres, puis que je descends en 3 secondes, encore une fois, la semaine d'après, j'ai eu du progrès plus clair, plus quantifiable de ça progresser. À l'inverse, si je commence à jouer d'un tempo, ça devient plus dur de savoir s'il y a une progression parce que la différence, c'est magistral. À savoir que si je fais un tempo lent de 3 secondes, puis après ça, je ne fais pas de tempo, c'est sûr que je vais être capable de progresser. Fait que là, ça devient top de s'assurer que tes reps sont comparables. Puis j'avais un peu réduit le tempo. Non, pas juste à ça. Après ça, j'ai eu une évolution où est-ce que je disais le monde doit passer un 2 secondes clair quasiment en position étirée. J'ai fait beaucoup de positions étirées cette année. Je continue de penser que c'est une bonne affaire. Je pense que la science là-dessus est vraiment overrated. La science n'est pas si solide que ça. Puis on voit beaucoup de gars comme Mike Israetel et Jeff Nippert qui sont genre juste OK, pose en position étirée, c'est clair dans la littérature scientifique. Puis t'es comme OK, il y a genre 2 études, bro. C'est pas si clair que ça du tout. Puis quand on regarde l'amplitude de l'effet, c'est pas énorme là, comme impact. Mais oui, il pourrait y avoir un effet. Mais pour vrai, c'est quand même plus discutable un peu. Puis ça, cette espèce de science-là a tourné les intervenants, dont moi, vers tout le monde doit descendre en 3 secondes, tout le monde doit faire une pause de 2 secondes en bas. Puis j'ai passé la plupart de l'année puis l'année passée à faire ce type d'entraînement-là. Ça a marché, j'ai eu des bons résultats. Par contre, quelque chose qui est capital à comprendre, surtout si vous êtes débutant ou intermédiaire, c'est que l'enjeu, c'est tout le temps une question d'intensité, de forcer assez fort puis de forcer comme du monde. Puis quand tu vas chercher un certain niveau d'intensité, ton brain power, il est limité. Tu n'es pas en train de forcer le plus que tu peux comme du monde, tu es juste en train de compter parfaitement ou de synchroniser super bien avec ton métronome, à cause que par extension, tu fais 2 choses en même temps. Fait que tu n'es pas en train de te concentrer sur la charge.
Puis avant, je disais que c'était important, avant, je disais que c'était capital. Je suis rendu à une étape où est-ce que je pense que c'est un détail qui est important, surtout si c'est un optique de rendre chaque rep comparable ou de mettre l'emphase, ce que je ne parlerai pas aujourd'hui, mais mettre l'emphase sur des parties précises du mouvement. Ça, obviously, ça peut être important. Évidemment, lorsque tu tombes dans des pauses, des affaires de même, si tu as une faiblesse précise dans un mouvement, de le renforcer à cet angle-là précis, ça risque d'être une excellente idée. Mais tu sais, particulièrement, puis ça serait du travail de tempo, right? Si je mets une pause, par définition, j'ai joué dans le tempo de l'exercice. Fait que tu sais, c'est quelque chose qui peut être important, mais c'est très facile, voire ça arrive très souvent, que le tempo vient au détriment de la qualité de l'exercice, que le monde ne va pas chercher une intensité suffisante parce qu'ils sont juste en train de se concentrer sur autre chose. Fait que non seulement dans cette optique-là, le tempo n'est pas quelque chose d'important, mais c'est quelque chose qui pourrait carrément être contre-productif. Fait que c'est vraiment, vraiment important de comprendre ça. Le nerf de la guerre, c'est de forcer comme du monde, puis d'avoir une intensité suffisante, puis de générer une progression dans le temps. À partir du moment que tu as ça, ton tempo n'est pas si important, puis ça pourrait être une étape que tu ajoutes carrément qui t'empêche de faire, entre guillemets, ton pain puis ton beurre. Fait que ça, c'est quelque chose qui est excessivement important dans comment on attaque l'entraînement. C'est un gros changement cette année. Même avec les clients, souvent, j'en mets. Il y a du monde qui en met, surtout le monde qui sont habitués de même, mais la plupart du monde, ils n'ont plus tant de tempo dans leur training. Ça va être écrit contrôlé. Puis je pense que c'est plus à ça qu'on devrait aspirer. C'est dans le sens que si je te rajoute un tempo plus lent, ben, je m'attends à ce que tu fasses tes reps un petit peu plus lentement. Mais je ne m'attends pas à ce que tu comptes 1, 2, 3 nécessairement. Puis ça, c'est un chiffre par rapport à ce que beaucoup de coachs disaient. Si je te dis une pause en position étirée, je ne m'attends pas à ce que tu restes là puis tu fasses un éléphant, 2 éléphants, puis après ça, tu repousses. Je m'attends à ce que tu étires un petit peu plus que d'habitude. Puis que tu ne passes pas la grosse partie de ton jus mental sur quelque chose qui n'est pas important. Puis je pense que les tempos peuvent clairement être ça. Je pense que je vais juste le laisser de même. Parce que ça a été quand même un bon changement cette année, ça, sérieusement. Il y a une couple de petites affaires, mais je vais regarder ce podcast de cours, entre autres à cause que j'ai une cliente dans une minute. mais entre autres à cause que cet acte-là, puis je vous invite vraiment à faire ça. Qu'est-ce qui a changé cette année? Parce que changer des affaires non-stop, tout le monde fait ça, juste qu'on ne conscientise pas qu'est-ce qui a changé. Puis la plupart du temps, on se ramasse à faire les mêmes erreurs. T'sais. Fait que de le verbaliser puis de réfléchir, je pense que c'est quelque chose qui est très important. Puis ça a été mes gros 5 changements cette année. Un petit truc, leg curl, l'avant back squat, c'est quelque chose avec lequel je suis particulièrement tombé en amour, sérieusement. Un autre split que je suis particulièrement tombé en amour. Bench press ou variante de bench press, variante de dips, puis après ça, un finisher de push-up, particulièrement des push-ups déficit, mettons, c'était quelqu'un qui est avancé. Fait que tu fais du bench low, après ça, tu fais, mettons, du 8 à 10 ou du 10 à 12 dumbbell bench press, puis après ça, tu te finis vraiment avec comme un push-up elevated. Je pense que l'intérêt d'intégrer du bodyweight, puis le corps du monde, c'est super intéressant parce que ça permet d'aller chercher une dimension peut-être un petit peu plus athlétique, ce qui est vraiment, vraiment le fun d'aller chercher, puis ça peut potentiellement potentialiser certains sports. Mais surtout, ça donne une sale pompe. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Le curl en back squat, un gros changement cette année. Si tu as de la misère avec ton amplitude, potentiellement envisager du calf raise avant ton back squat, ça peut être quelque chose qui aide beaucoup. Shoulder press, c'est overrated. Je me tiens quand même solidement là-dessus. La plupart du monde devrait focuser beaucoup plus sur du lateral raise, particulièrement à poulie. Je pense que ça a plus de sens. Si vous avez une machine, la plupart du temps, c'est encore mieux. C'est toujours le tempo est overrated. La priorité, c'est de forcer comme du monde, de forcer fort, puis d'avoir une progression dans le temps. La plupart du monde, le tempo peut venir au détriment de ça. Ça peut être un excellent outil, il faut juste s'assurer qu'on est rendu là à l'ajouter. Puis ça ne devrait jamais être tellement cérébral que tu es en train de ne pas être 100% concentré sur ce que tu fais. Puis c'est vraiment tough. La plupart du monde, c'est une limite. Là, le monde bench, je pense à d'autres affaires en même temps, mais à partir du moment où est-ce que tu es vraiment concentré sur ce que tu fais, puis tu es 100% focus sur la tâche, la qualité des workouts, elle explose. Fait que, malheureusement, ça, je tiens beaucoup derrière ça. Je trouve que c'est vraiment overrated pour la plupart du monde. C'est toujours un red flag lorsque le monde me demande de rallonger leur training parce que la plupart du monde, malheureusement, s'entraîne pas assez fort. Fait que vraiment conceptualiser tes warm-up, ton intensité, est-ce que tu prends tes rests, toutes ces affaires-là, c'est une grosse affaire qui est importante. Puis de faire attention que tes objectifs soient vraiment les tiens. C'est quelque chose que je vois vraiment, vraiment souvent, que j'ai amené avec les Golden Ratio de Steve Reeve, je pense. Je pense que c'est Reeve, le gars qui est venu avec ça. Mais tu sais, c'est important de te demander est-ce que je fais ça pour moi ou je fais ça à cause que je me suis fait dire qu'il fallait que je fasse ça. Puis on le voit beaucoup dans les progressions de course. On voit beaucoup dans le monde qui font un demi-marathon parce que c'est juste la progression normale après un 10 km. Mais t'es comme d'où? Ça te tente-tu de faire un fucking demi, tu sais? Puis t'as bien du monde qui ont la capacité de faire des affaires, mais ça veut pas dire que parce que tu es capable. Puis ces gens-là sont généralement plus poussés vers le faire. Si tu fais un demi-marathon, tu fais un salta, tout le monde te dit ah ouais, c'est quand tu fais ton premier marathon, mais t'es comme man. Puis après ça fait 3 ans que tu es sur une suite de courses, que c'est quelqu'un qui a décidé chez Sport Québec. C'est pas tes objectifs à toi. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. On le voit particulièrement souvent au niveau de la composition corporelle. Non, man, tu fais un marathon, tu perdras probablement pas de poids. Fait que si tu arrives à la fin de ton marathon avec la même shape, vas-tu être satisfait? Oui, non. Oui, tant mieux, man, tu fais la bonne chose. Il y a bien du monde que c'est non la réponse à cette question-là. Fait que je vous laisse là-dessus, parce que je ne veux pas être en retard avec ma cliente. Puis je vous laisse avec la fin de la tune Spirit Box. Si vous ne connaissez pas, excellent. Je recommande très, très chaudement. Puis on se reparle très bientôt, tout le monde. Ciao, bye!